Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des trophées de fin de saison. Déjà, à quelques jours de la fin de la saison régulière, justement, on va vous parler du MVP, du rookie de l'année, du meilleur défenseur, du meilleur sixième homme, du coach, du joueur le plus clutch et ainsi de suite. On va également parler un petit peu de l'actualité, notamment de Julius Randle dont la saison est terminée, du retour de Joel Embiid ou encore de la retraite de Rajon Rondo qui vient de l'annoncer. Pour m'accompagner aujourd'hui, c'est Charles que j'accueille ainsi que Florent. Bonjour messieurs. Salut les gars, salut à tous. Dites pas bonjour tous en même temps, Florent. Mais je suis pas professionnel, moi. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive, Florent? Ça y est, c'est le mois d'avril, tu trépignes d'impatience là. Exactement, je me découvre d'un fil. T'as envie de parler des playoffs, c'est pour ça. Entre autres, voilà, j'ai envie de parler de basket. Voilà, on va pas parler des playoffs tout de suite. On peut saluer les Warriors qui ont battu les Rockets, qui ont très probablement gagné leur ticket pour. J'ai pensé à toi, Charlie. Forcément, on en a parlé la semaine dernière. Ils ont probablement validé leur ticket pour le play-in, donc voilà. Ouais, ils ont assuré ça assez rapidement pour ne pas s'offrir quelques derniers matchs étouffants. C'est marrant parce que les fans des Rockets, je pense il y a un traumatisme profond vis-à-vis des Warriors, quoi. Ils arrivent jamais à gagner contre cette équipe, c'est assez terrible. J'aimerais parler avec vous, messieurs, pour parler de l'actualité, du retour de Joel Embiid aux Sixers. Plutôt convaincant. Il y a eu 2 victoires, dont celle la nuit dernière face au Heat. Il a expliqué qu'il ne se sentait pas lui-même sur le terrain pour l'instant, qu'il a besoin de temps pour retrouver confiance dans ses sensations. Ça se voit, malgré tout. Enfin, je l'ai trouvé plutôt gaillard face à Bam Adebayo. Quand j'ai vu le duel face au Heat, je me suis dit, oula, Adebayo, ça va être un vrai test pour lui. Deuxième match de retour et tu te tapes déjà le Heat. Et je l'ai trouvé plutôt solide. Je sais pas quel est votre sentiment, mais franchement, je suis assez épaté par son retour. Charlie, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi à l'aise aussi vite. Je pense que son retour peut changer beaucoup de choses pour cette équipe et notamment pour Tyrese Maxey qui s'est offert une petite performance sympathique contre Miami. Donc ouais, non, bien sûr, la question qui va se poser évidemment c'est celle du rythme. Là, je crois qu'il leur reste 5 matchs contre Memphis, San Antonio, Détroit, Orlando et Brooklyn. Donc on va surveiller de près sa montée en puissance, mais c'est clair que ses premiers pas sont déjà assez convaincants. Ouais, c'est ce qu'a dit Kyle Lowry, effectivement. Il faut trouver les automatismes avec que quelques matchs à jouer d'ici la fin de la saison. Il y a D'Anthony Melton et Robert Covington qui ne sont toujours pas revenus de blessure. Ça aussi, ça compte. Leur retour pour les playoffs n'est pas exclu. Loin de là, Nick Nurse a dit qu'il était plutôt confiant de les voir revenir également. Là, ils sont 7e ou 8e à l'Est si tout va bien. Donc, très probablement le play-in. On verra où est-ce qu'ils vont terminer. Et ça veut dire potentiellement un duel face à Boston ou Milwaukee au premier tour, ce qui peut être rageant pour ces deux équipes-là. Parce que franchement, si tu regardes sur le papier, les Sixers, c'est quand même une équipe qui a une sacrée profondeur de banc. Flo, qu'est-ce que tu donnes comme chance à Philadelphie de faire du bruit dans ces playoffs? De toute façon, ça fera forcément, on va dire, du bruit, parce que dès le premier tour, tu l'as dit, on risque d'avoir un duel terrible. Ils sont partis pour être, oui, 8e, peut-être 7e. Donc on peut avoir un Celtics ou un Bucks Sixers au premier tour. Donc ça peut être déjà quasiment une affiche de finale dès le premier tour, donc ça fera du bruit de toute façon. Donc ce sera très intéressant. Alors après, il reste 5 matchs, et comme c'est très serré, entre la 8e et la 6e, voire 5e place, ça peut encore bouger. Mais ouais, c'est sûr que cette blessure de Embiid qui a fait chuter les Sixers, ça va bouleverser un petit peu le bracket à l'Est. En tout cas, c'est des équipes. Enfin, ni Boston ni Milwaukee, je pense, n'ont envie de se cogner les Sixers. Ou le hit. En rythme ou pas en rythme, ou le hit, ça c'est sûr et certain. Et ça sera. J'ai du mal à voir comment ces deux équipes-là vont pas passer, bien que Miami sont pas très très rassurants en fin de saison. Jamais plus, je l'ai déjà dit, jamais plus je douterai de Miami. Jamais plus je serai là à dire ah mon Dieu, je n'y crois pas. Voilà, je vais me taire concernant Miami. Ouais. On est assez passé pour des guignols l'année dernière. Oui, voilà, ça suffit comme la ça. planète entière. Ouais. Mais les Bucks, alors c'est marrant parce que les Bucks, j'en parlais l'autre fois, j'étais assez enthousiaste. Là, ils sont repartis sur une phase
sur une phase bizarre, quoi. Sur les 10 derniers matchs, ils sont à 5 victoires, 5 défaites. C'est peut-être l'équipe la moins sereine entre eux et Boston, bien évidemment. Boston, Ouais. ils ont déjà 60 victoires, donc bon. Dame a été un peu absent, pardon, donc ça explique un peu les dernières défaites aussi. Ouais, tout à fait. Mais c'est Moi, pas la c'est la, sérénité absolue, hein, ça c'est une certitude. Franchement, même sans Lillard, tu peux pas perdre contre Washington. Je suis désolé, mais... ouais. Et c'est surtout Antetokounmpo qui a l'air dont la blessure là, Et c'est aux pris un coup. adducteurs. Ouais, c'est pas bon, Middleton est c'est pas toujours bon ça. incertain, donc non, il y a plein d'éléments qui fait que c'est pas la définition même de la sérénité, les Bucks. J'ai vraiment hâte de voir dans quel état physique ils vont arriver les Bucks en playoff parce que ça va déterminer beaucoup de choses, que ce soit face aux Heat ou face aux Sixers. Franchement, ça va pas être simple pour les Bucks. Je sais pas ce que t'en penses, Charlie, mais par rapport à la conversation qu'on avait eue l'autre fois, où toi t'étais plutôt réservé pour le coup. Ouais, bah non, c'est clair que ça va pas être simple. Mais même en plus, tu vois, mentalement, tu t'arraches pour réussir à terminer deuxième de ta conférence, mais tu risques de te taper Miami, Philadelphie, des équipes comme ça, c'est quand même assez terrible. Ouais, j'ai beaucoup de mal à me projeter pour le moment. Ce Beaucoup qui de mal. ce qui est drôle, c'est que comme le souligne très justement Florent, c'est que toutes ces équipes-là, pour l'instant, ça se joue à rien du tout. C'est-à-dire Bien sûr. entre Milwaukee et les Knicks qui sont cinquièmes, par exemple, il y a 2 matchs de différence. Une série de défaites ou 3 défaites consécutives, et tu te retrouves de la deuxième à la cinquième place, quoi. Ou de la 8e à la 5e pour les Sixers. C'est Donc, encore, c'est et pas je pense totalement que exclu, ouais. côté Milwaukee, côté Boston, on croise les doigts pour que les Sixers passent 5e à mon avis. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que Orlando est toujours positionné pour potentiellement finir deuxième de la conférence Est. Ce qui, je mets au défi quiconque qui aurait prédit ça au début de la saison, quoi. Ouais, tu vois, la Indiana qui est sixième actuellement, les 2 prochains matchs, c'est contre le Thunder et le Heat. Mhm. C'est 2 matchs qui peuvent avoir un impact sur le classement, quoi. Ouais, complètement, ouais. Cette fin de saison à l'Est, elle est totalement folle. En parlant justement de la conférence Est, parlons de New York, qui vient d'avoir la confirmation que Julius Randle, c'était fin de saison, hein, pour lui. Il va faire une opération à l'épaule droite qui va mettre un terme définitif à sa saison. C'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol pour les Knicks. Parce que quand lui et OG Anunoby étaient dans l'effectif, donc depuis l'arrivée d'Anunoby à New York, c'était 15 victoires de défaites. T'avais l'impression vraiment, on l'a dit et répété, Charlie, que les Knicks avaient la possibilité de jouer un rôle dans la bataille de la conférence Est et potentiellement poser des gros problèmes aux contenders. Là, j'ai du mal à voir ce que ça va donner. De toute façon, cette équipe, elle est jamais au complète. Et Anunoby, comme à Toronto, et là encore, voilà, c'est toujours des problèmes de santé. Il a toujours des problèmes. Là, il a été opéré au coude en février. Il a joué 3 matchs en mars, je crois. Oui. Là, il est retourné à l'infirmerie parce qu'il a une tendinite au coude, sur lequel il a été opéré. Mitchell Robinson est de retour depuis peu. Isaiah Hartenstein souffre d'une douleur au tendon d'Achille, mais joue malgré tout. Waouh, il y a beaucoup de questions qui se posent du côté des Knicks. Et pour une fois, moi qui a toujours été critique de Julius Randle, je trouvais que depuis l'arrivée de OG Anunoby, si cet effectif était au complet, il y avait vraiment un coup à jouer côté Knicks. Et son absence, les ramène, je les ramène en milieu de tableau dans les équipes qui sont qualifiées en playoff, j'ai l'impression. Qu'est-ce que t'en penses, Charlie? Bah, je comprends la déception, mais en même temps, quand tu regardes la situation de ces Knicks-là, en réalité, ils sont pas si pressés que ça. Quasiment toutes les pièces importantes de l'effectif sont sous contrat pendant encore plusieurs saisons, il me semble. Il y a le cas Anunoby, mais bon, j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'ils vont faire les bons choix. Donc, en réalité, si vraiment Randle risquait d'aggraver fortement sa blessure à l'épaule en précipitant son retour, bah, c'est un choix logique. Tu vois, il y a pas d'urgence. C'est pas forcément cette saison-là qu'ils avaient besoin de résultats. Maintenant, effectivement, moi, j'attends de savoir ce qu'il en est exactement pour Anunoby, parce que tu l'as dit, on a assez peu de nouvelles, on sait pas très bien ce qu'il en est, on sait pas s'il va pouvoir revenir ou pas. J'aimerais bien qu'il revienne, parce que j'aimerais bien que cette équipe de New York, elle puisse, même sans grandes ambitions, jouer un peu le rôle de poil à gratter dans cette conférence Est. Mais bon, oui, on peut comprendre la déception. Maintenant, Randle, moi j'ai toujours des doutes sur sa capacité à briller en playoff.
Donc je suis pas non plus traumatisé par la nouvelle, je t'avoue. Je suis d'accord avec toi. Il lui reste 2 ans de contrat. Il a une option joueur pour la saison 2025-2026 avec 32,4 millions de dollars à la clé. Il aura 31 ans à la fin de son contrat s'il va jusqu'au bout. Euh, Florent, l'absence de Julius Randle pour les Knicks, qu'est-ce que t'en conclus pour New York concernant cette saison? Et est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire côté Knicks, une décision à prendre concernant Randle? Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu essaies de le transférer? Tu penses qu'il y a une décision urgente à prendre ou pas? J'avais dit que malheureusement, parce que c'est un peu passé, mais en fait c'était l'été dernier qu'il fallait le trader. Parce qu'il avait une énorme valeur, il sortait d'une très très bonne saison. Cette saison aussi, quand même. Quand tu vois ses chiffres cette saison, il était plutôt convaincant, alors que la saison dernière, il avait fini en eau de boudin avec une performance en playoff qui était vraiment misérable. Ouais, mais justement, il a tendance à être très fluctuant au cours des saisons, il a tendance à faire une bonne saison, puis une moins bonne, etc. Donc, comme l'année dernière, il avait fait une très bonne saison, j'avais peur que ça se recasse un peu la gueule cette saison. Donc, Mhm. je m'étais dit, tant qu'il avait vraiment une valeur au max, en plus, il avait 28 ans, je m'étais dit, c'était le moment de le trader pour essayer d'obtenir des trucs parce qu'il était quand même All-Star, etc. Enfin, après, voilà, ils l'ont pas fait et c'est passé, mais je pense que moi, personnellement, j'aurais tenté de faire un coup l'été dernier tant que la valeur était très très haute. Là, c'est sûr qu'en plus, il y a les pépins physiques bon, de toute façon, tu l'as dit, les Knicks ont eu des pépins physiques tout le long de la saison. Ça, pour résumer leur saison, on pourrait résumer ainsi. Mais ouais, une blessure qui traîne, qui nécessite des opérations, c'est jamais très bon non plus. De là à vouloir tout péter et à faire péter Randle, je sais pas, mais peut-être tenter une saison ou au pire une demi-saison, voir comment ça match avec Anunoby, parce que tu l'as Ouais. dit, ça a été Ouais, efficace. tout à fait. Malheureusement, les deux n'ont jamais joué. Randle est blessé depuis plus d'un mois, Anunoby c'est même pas 20 matchs, je crois, depuis qu'il porte le maillot des Knicks. Donc je pense qu'il faut de toute façon voir l'association des deux l'année prochaine, et des deux, même des autres, parce qu'il y a eu plein d'autres arrivées en dehors de Anunoby. Il faut tester, voir si la mayonnaise prend, et si la mayonnaise prend, tu le gardes. Et sinon, tu peux éventuellement regarder le marché. Ils ont plutôt été bons en plus au niveau des trades sur les 2 dernières années. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut pas non plus paniquer absolument parce qu'il a une blessure, que ça foire les playoffs, etc. Ils ont essayé de construire une équipe tout au long de la saison. Malheureusement, elle n'a jamais été réunie. Attendons la saison prochaine, l'avoir réunie et voir ensuite si on garde ou pas en fonction des résultats. Je pense que ça peut bien marcher en plus. Donc, faut pas non plus, voilà, pas de panic move. Je suis fan d'Enix, je suis quand même sacrément contrarié de ne pas voir, parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, à savoir, tu, tu te dois de garder cet effectif pour voir ce que ça va donner. Mhm. Et au moins au moins jusqu'au début, la date limite des transferts, la saison prochaine. Cependant, ceci étant dit, par rapport à ce que je disais tout à l'heure concernant Julius Randle et les playoffs, je suis fan d'Enix, je suis quand même contrarié du fait de ne pas vous Mhm. revoir Julius Randle en playoff avec cet effectif et avoir cet échantillon-là, en fait. Parce que cette équipe fasse une bonne régulière, on en revient toujours à la même chose. Et je pense que les ambitions d'Enix est vraiment sur la pente ascendante. Et faire une bonne régulière, c'est une chose. Voir ce que ça donne en playoff, c'en est une autre, quoi. Et donc, on verra comment le pressing concernant les contrats et tout ça, les extensions, les re-signatures et le salary cap prendra forme du côté d'Enix, mais je pense que c'est une information qui aurait été bien utile dès cet été, enfin dès le printemps là, pour voir à quoi ça ressemble en playoff, quitte à laisser un peu vivre le truc en début de saison. Là, en début de saison régulière prochaine, là, tu dois jouer la carte de la patience forcément, quoi. Charlie, Mais je sais pas ce que t'en penses, mais bah, alors je vais être un peu un troll, mais est-ce que si ce que tu veux c'est que Julius Randle est une grosse cote, c'est pas dans ton intérêt qu'il joue pas en playoff? T'évites ouais, ouais, d'exposer ouais, tes limites, quoi, tu vois. c'est vrai. Non, mais bien sûr, tout à fait. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure par rapport à la saison passée. Je pense qu'il a plus, sa cote est plus élevée cette saison qu'elle ne l'était l'été dernier, tu vois. Ouais, Franchement, la, parce la que saison enfin, qui, la saison qu'il faisait pour l'instant, elle était exemplaire, quoi. Il y a pas grand-chose à redire. Même si t'es pas fan de Julius Randle, non, non, bien sûr. Ah, c'est mais moi je compliqué de regarder sa production cette saison
et dire ouais, je suis pas convaincu, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Non, non, mais en saison régulière, j'ai absolument rien à redire sur l'apport de Randle, et pas que cette saison, hein. Ça fait déjà plusieurs Bien sûr. saisons maintenant qu'il est à un niveau qui est assez remarquable. Mais voilà, pour le moment, il a 2 campagnes de playoff à son actif. Il a toujours affiché les mêmes limites et les mêmes soucis Complètement. dans ces situations-là. Donc, à voir. Ouais, le révélateur que sont les playoffs, c'est quand même très important. Quand tu essayes d'aller au bout et que tu as des vraies ambitions, faut avoir les joueurs qui sont capables de t'emmener au bout. Et si Julius Randle, c'est ton option numéro 2, on va dire, derrière Jalen Brunson. Encore une fois, hein, la profondeur de l'effectif de cette équipe me donnait l'impression que ça pouvait vraiment faire mal. On verra ça. Ah bah c'est frustrant, hein, pour les fans Ah des oui, Knicks, ça mais c'est clairement. évident. Parce que c'était une équipe qui pouvait faire le trouble fait. Malheureusement, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ouais, complètement. Euh, Rajon Rondo a pris sa retraite. Il l'a annoncé dans le podcast All the Smoke très récemment. Il n'avait plus joué depuis la saison 2021-2022. Et il a dit hein, très clairement que c'était terminé pour lui. Petit pincement au cœur personnel, Rajon Rondo, quand il était à Boston, j'ai découvert ce joueur avec l'équipe qui était allé au bout en 2008 face aux Lakers, n'est-ce pas Charlie? Oui, tout à fait. Campagne de playoff absolument hallucinante en 2010. Il était devenu ce joueur qui te signait des lignes de stats complètement lunaires à 18 points, 19 passes décisives et 22 rebonds. Surtout une maîtrise de la géométrie du terrain qui était absolument incroyable. Il a également gagné un titre avec les Lakers pendant le titre, enfin dans le titre obtenu dans la bulle à Orlando. Donc là, je pense qu'il est remonté dans ton estime, Charlie, Bien sûr. le petit Rajon. Voilà, il a une carrière assez bizarre, Rajon Rondo, notamment son passage aux Mavericks, qui a été extrêmement décevant parce qu'on avait tous l'impression qu'il pouvait faire autre chose et que une fois parti de Boston, c'était un peu plus compliqué. Il a su rebondir après coup, devenant un peu un journeyman. Voilà, je tenais à saluer Rajon Rondo parce que j'ai vraiment, vraiment aimé la carrière de ce joueur. C'est un joueur qui m'a vraiment fait vibrer, qui était assez inattendu, je trouve, comme joueur. Et la dimension intellectuelle de son jeu était quelque chose de très, très appréciable à mon goût. Florent, je sais pas ce que tu en penses de Rajon, mais... Ouais, c'était aussi un joueur que j'apprécie beaucoup. Défenseur, très bon défenseur extérieur. Et puis voilà, une machine à passe, une machine à déceler les trous pour servir des caviars à ses coéquipiers. Ouais, alors on retient surtout de lui, bien sûr, le joueur de Celtics, mais oui, c'était un joueur que je trouvais en plus assez agréable à regarder. Il avait un côté tête de con, hein, on va pas le nier, hein, mais ça Ah mais clairement. lui donnait un certain charme. Mais voilà, oui, c'est sur le plan uniquement sportif, oui, c'est une perte. Enfin, pas une perte parce que bon, il a son âge, mais c'est un joueur très plaisant à voir. Je laisse le micro à Charlie quand même, un petit mot sur Rondo, Charlie. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit sur son jeu, sur l'aspect intellectuel de la chose, sur son caractère aussi, parce que c'était vraiment il avait vraiment un côté général, Rajon Rondo. C'était vraiment le mec, quand ça se passait bien dans ses équipes, ses coéquipiers avaient aucun souci à le suivre. Il était toujours ultra motivé. Enfin, vraiment, il dégageait quelque chose, ce joueur, dans le leadership. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup apprécié également, surtout effectivement une fois qu'il avait quitté Boston, on va pas se mentir. Mais ouais, non, des lignes de stats parfois complètement folles, des matchs hallucinants, un très très fort caractère, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que ça s'est mal passé à Dallas. Sa relation avec Rick Carlisle était très très mauvaise. Mais bon, écoute, il a su aller gagner un deuxième titre avec les Lakers de LeBron, et j'en étais effectivement plutôt content. La légende de Rajon Rondo en playoff Rondo, Ouais. son espèce de personnage héroïque, où il était tout d'un coup, en saison régulière, il était en mode croisière, et puis arrivé en playoff, Ouais, un il petit était... côté Jimmy Butler là-dessus. ouais, carrément, ouais. Espèce d'ordinateur hyper intelligent. Il savait répondre dans les moments enfin dans les moments clés, dans les moments importants. Ouais. C'était voilà, comme Butler d'ailleurs, hein, c'est vrai. Mais c'était un type comme ça, quoi. Lui, il avait pas peur de l'odeur du sang, ça l'attirait. Ouais, Ouais. il aimait plutôt ça. Ouais.
Je tenais à saluer également un événement, je trouve, dans le cadre de la NBA, du basket en général. Lindsay Harding, qui est la coach de l'équipe de G-League de Sacramento, les Stockton Kings, qui est devenue la première femme à être nommée coach de l'année depuis le lancement de cette ligue en 2001. Elle a reçu le trophée Dennis Johnson, du nom du célèbre joueur des Celtics de Boston, meneur de jeu, à l'époque de Larry Bird, tout ça. Voilà, je tenais à souligner ça parce que j'ai l'impression que quand tu écoutes les joueurs des Kings parler de cette coach, quand tu vois notamment aussi comment dire, le passage de Becky Hammon aux Spurs, et elle aujourd'hui elle est en WNBA. Voilà, je trouve qu'il y a ça vient cette présence féminine sur le banc, enfin tout du moins le fait que ce n'est plus Une ni attraction. une curiosité, une anomalie ou je ne sais quoi. C'est quelque chose qui est en train de vraiment s'imposer naturellement et je trouve ça bien. Voilà. Ouais, Donc, non, mais c'est clairement une très très bonne nouvelle. Et puis alors moi, j'avoue que je suis pas beaucoup la G-League, mais j'ai regardé un peu le palmarès de ce trophée. Il y a quelques noms qui peuvent servir d'exemple. Hein. Quinn Snyder, Chris Finch, Nick Nurse l'ont également eu il y a 10-15 ans. Écoute, il faut espérer qu'on puisse un jour la retrouver sur un banc NBA en tant que head coach avec un contrat, parce que c'est aussi ça qu'on attend en fait, c'est le sens de l'histoire. oui, complètement. Et voilà, ça permet surtout de donner une certaine visibilité au fait qu'aujourd'hui, dans les staffs coach, c'est pas que, enfin voilà, il y a aussi des femmes et je trouve ça classe parce elle a des résultats. Je vous dis, quand t'entends les témoignages des joueurs qui travaillent à son contact, c'est voilà, il y a une vraie évolution et je trouve ça bien. On va passer à notre sujet principal, les trophées de la saison. On va essayer de tous les faire. On va faire le rookie de l'année, on va faire la meilleure progression, le meilleur sixième homme, le défenseur de l'année, le joueur clutch de l'année, un des nouveaux trophées, le coach de l'année et bien sûr le MVP. On va terminer là-dessus. Euh, on va commencer immédiatement donc par le rookie de l'année. Il y a quelques mois, il y avait un débat assez intense pour savoir qui de Victor Wembanyama ou de Chet Holmgren allait remporter ce titre. Aujourd'hui, il n'y a absolument plus aucun débat et ce n'est pas du tout quelque chose qui va à l'encontre des performances de Chet Holmgren qui est très bien dans ce qu'il est en train de faire au Thunder, qui a des résultats plus que positifs avec OKC, puisque OKC ils sont en train de potentiellement s'emparer de la première place de la conférence Ouest. Voilà, c'est juste que Victor Wembanyama, malgré les... Et on en a parlé, hein, on en a parlé, c'est pas la première fois qu'on en parle, qu'on n'est pas obligé de faire trop long, bien qu'il y a énormément de choses à dire. C'est-à-dire, quand tu vois la liste des performances de ce joueur, quand tu vois sa montée en puissance, encore aujourd'hui, quand tu vois le match qu'il a proposé face à Denver l'autre fois, face à Nikola Jokic, et comment Nikola Jokic parle de Victor Wembanyama, comment tous les joueurs en vrai parlent de Victor Wembanyama, c'est absolument épatant et je vois même pas comment c'est possible qu'il passe à côté de ce trophée, quoi. Charlie. Bah oui, 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 je pense que c'est le trophée qui est le plus évident dans tout ce que tu as listé, c'est celui où il y a le moins de suspense. Wembanyama a tué la compétition, et ce alors que tu l'as dit, Chet Holmgren réalise une très très bonne saison. Il y a aucun, enfin personne ne remet en question son talent et son niveau, mais d'abord il a un peu marqué le pas après des débuts vraiment incroyables, mais en plus Wembanyama fait une saison qui est tout simplement hors norme. Il domine dans tous les aspects statistiques la catégorie des rookies. Il y a pas grand-chose à dire aujourd'hui. Pour certains, il est même favori pour d'autres trophées, ce qui est une rareté pour un rookie. Bon, je pense qu'on a fait. En fait, le problème, c'est que la saison, elle a commencé il y a déjà quelques mois, et donc on en vient à être déjà à court de superlatifs concernant Wembanyama, parce on est choqué quasiment à chaque fois qu'il foule le parquet, quoi. Ouais, moi, ce qui me fait le plus halluciner dans cette histoire, c'est que on sait presque, enfin, tout du moins, j'ai l'impression qu'une partie des fans, c'est totalement, enfin, tout le monde lui tombait dessus à un moment, au début de la saison, en se disant comment c'est possible que ce type soit à la tête d'une équipe qui a gagné 5 rencontres.
Et tout Ouais. d'un coup, il est monté en puissance et aujourd'hui, c'est devenu un gars absolument indiscutable. Et on est presque, en quelques mois, on s'est presque habitué à le voir faire des perfs totalement irréels sur un terrain, quoi. Alors que, alors que je dis et je le répète, ça ne l'est pas. Et quand tu écoutes les commentateurs américains parler de Victor Wembanyama, c'est Bill Simmons notamment qui m'a fait rire l'autre fois en parlant de ça. On est en train de voir la version de Wembanyama la moins forte de toute sa carrière, potentiellement. Sauf si, bien sûr, demain, il se déchire les jambes et que, voilà. Mais, potentiellement, son évolution va être crescendo à partir de là. Et quand tu vois déjà où il en est aujourd'hui, et je vais vous rebassiner avec Victor Wembanyama quand on va arriver au trophée du défenseur de l'année, mais quand tu vois ce qu'il est capable de faire aujourd'hui sur un terrain, et surtout dans le nombre de minutes qui lui sont, dans le nombre de minutes qu'il joue et la production qu'il a, c'est juste totalement fou. C'est juste totalement fou. Et je sais, j'arrive. En fait, j'ai beaucoup de mal à imaginer ce que ça va donner. C'est pas que j'ai peur, mais c'est quelque chose qui me semble inconcevable. En fait, c'est vraiment un joueur qu'on n'a jamais vu dans la ligue, quoi. Flo, qu'est-ce que t'en penses? S'il y avait un débat entre les deux, ouais, là depuis février, il a tué le débat, Victor. Shelton Grant fait une très belle saison, hein. C'est un beau rookie, c'est un très beau rookie. Mais l'autre, il l'a tué, comme tu dis. Le problème, c'est que Victor, il rentre dans les discussions de rookie et même dans d'autres discussions, quoi. Il a pété un peu, il a tout pris, il a tout mélangé, il a pété tous les éléments de référence qu'on avait auparavant. Il va vite, il va très vite. J'espère qu'il ne va pas trop vite, mais il va très vite. On s'attendait pas à ce qu'il soit aussi performant aussi vite. Moi, très honnêtement, je ne souhaitais pas. Je pensais pas qu'il ait d'aussi bonnes performances dès le début, quoi. Je voulais être patient. Je le disais, fallait aux gens. Il est très bon certes, mais il va falloir attendre parce que c'est un gamin. Et il s'impose déjà dans la cour des grands, quoi. C'est fort, c'est très fort. En fait, c'est ça Donc, qui est dingue, c'est que les attentes étaient déraisonnables et que malgré ça, il il a a rempli le surpassé contrat, nos ouais. attentes. Ouais, c'est fou, quoi. Enfin, vraiment, c'est trop dur de trouver les bons termes pour parler de sa saison. C'est ça qui est fou. Ouais. Sa saison, en fait, est à l'image de ce qu'il est un peu, c'est-à-dire une sorte de joueur 3.0 qui est nouveau. Alors, j'aime pas trop le terme d'alien, mais voilà, ce côté nouveau, et on est perturbé parce que on a du mal à utiliser nos référentiels classiques avec lui. Parce que même parce que des très très bons joueurs qui ont eu des premières saisons rookies compliquées, il y en a eu plein, et qui ont été MVP. Nowitzki, sa première saison à Dallas, c'était pas glorieux. Et lui, dès la première saison, même LeBron James a fait une très bonne première saison, mais c'était pas non plus. Et là, dès la première saison, Limite, il y avait un débat à l'époque de LeBron James, il y avait un débat avec Carmelo Anthony, clairement. oui, oui, tout Enfin, à je veux dire, fait. faut pas oublier ce truc-là. C'était pas LeBron James, c'est le rookie de l'année de façon unanime. Ah Et il non, y a non, non, non. plein de gens qui militaient pour que Carmelo ait le trophée. Et le trophée, c'était pas forcément déconnant en plus. Et puis là, lui, il arrive, il s'impose, il tombe face à un bon adversaire pour le titre de rookie. Et en fait, en milieu de saison, il a accéléré et enfin, l'autre n'a pas suivi, quoi. Il fait du surplace. Donc ouais, c'est ça qui est difficile, c'est que même en étant patient et en essayant de garder la tête froide, il arrive tellement, on a l'impression qu'il va tellement vite. Pour moi, le seul joueur qui a fait autant de remue-ménage depuis longtemps, c'était Doncic, qui pareil, dès sa Mmh. première saison NBA, Il avait était clairement déjà, au-dessus du lot, ouais. ouais, on voyait déjà que, waouh, quoi, il s'imposait, il faisait déjà des trucs, et on était en mode, soyons patients, c'est un gamin. Et en fait, Doncic, c'est pareil, dès la première année à Dallas, il a été rookie de l'année, mais enfin, on se posait pas trop la question, Ouais. il s'est imposé. Et Victor, c'est pareil, quoi. Fait Après, partie de cette génération qui arrive, qui pose les bagages et il braque. j'ai envie de te dire qu'il y a aussi une grosse différence avec Doncic quand même, c'est que Doncic évoluait au Real Madrid, qui est un Oui, club ultra puissant qui de faisait l'Euroleague. l'Euroleague, etc. Voilà, enfin je veux dire c'est un des meilleurs clubs Hmm. qui soit. Lui il était à Levallois quoi. Alors je dis pas, j'essaye pas de caricaturer le championnat français ni le club dans lequel il était. Il était coaché par Vincent Collet.
Cette année-là, ils n'avaient pas une mauvaise équipe non plus. Ils ont eu Non, mais des résultats, mais bon, c'était il y a pas, une institution c'est et pas il y la a un même club chose. français. Il y a pas, c'est pas la même concurrence non plus. C'est ça. L'effectif du Real de Madrid, l'effectif de Levallois. Non, c'est sûr que c'est pas faire offense à Levallois, mais il y a une institution européenne du basket. Il y a une historique, un palmarès, etc. Et puis il y a un club français. J'ai un trou, Florent. Est-ce qu'il avait déjà gagné l'Euro avec la Slovénie ou pas avant de rentrer en NBA? Oui, Euh, il me semble, hein. non, je crois qu'il est à Dallas quand il gagne, parce que c'est 2020, Ah oui? l'Euro. Non. Alors non, tu vois, j'ai un Champion gros. d'Europe en 2017. C'est Voilà, 2017, alors il est voilà. Donc encore à Madrid, ouais. il est encore au Madrid, ouais. Donc en fait, il arrive quand même en plus en NBA Un trophée. avec un trophée majeur sur le continent européen. Oui, et Ah, puis il avait été élu MVP de l'Euroleague quand même avant. Exactement. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est là où je veux dire la comparaison avec Doncic. J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que Doncic était quand même un joueur qui était. Il y a que les Américains qui Il étaient là à dire, il y avait Doncic, des indices, oui. on sait pas ce Ouais, que ça va donner, quoi. il y avait plus de références Il y avait internationales. quelques indices, etc., qui laissaient entendre que, voilà. Alors que Victor, c'est vrai qu'on aurait pu penser que d'un club de JP Elite à la NBA, la marche est plus grande que de Madrid, club d'Euroleague. Ah ouais, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais dans Surtout les deux quand tu es cas, les deux un se sont imposés, international. quoi. Ouais. Et là, pour le coup, Wembanyama, il y a deux choses, moi, qui vont beaucoup m'intéresser pour la suite de sa carrière. Et profitons de ces derniers matchs de Victor Wembanyama, parce qu'après, il va nous manquer. Moi, il va beaucoup me manquer. Hein. Je pensais pas regarder autant de matchs des Spurs cette saison, mais j'en ai maté beaucoup. Et Dieu sait que leur bilan est vraiment pas top. Mais il y a beaucoup de défaites dans cette saison qui sont principalement dues au manque d'expérience et au fait que aussi ils ont eu pas mal de blessures et de joueurs absents. Bref, l'année prochaine, j'ai hâte de voir comment à l'intersaison les Spurs vont gérer leur salary cap et qui ils vont recruter, parce que s'il y a un message que je retiens de cette saison de cette saison rookie de Victor Wembanyama, c'est que le mec est déjà en train de dire à tout le monde aux Spurs, je suis prêt. Dès la saison prochaine, tu me dis les Spurs sont qualifiés en playoff, ok, je te crois à 200%. Ah, il a l'air d'avoir des énormes ambitions pour la saison prochaine, ouais. Ah, mais c'est surtout qu'il a tout à fait les capacités S'il a des joueurs potables autour de lui, ça va très, très bien se passer, je pense. Donc j'ai Je hâte de pense que le voir front ça. office, ouais, était pas forcément. Ils allaient peut-être être un peu plus patients, mais je pense qu'ils vont peut-être accélérer un peu la machine, la train Bah, machine notamment, parce qu'ils voient peut-être que ils peuvent être compétitifs plus rapidement que prévu. si déjà il avait des joueurs un peu capables de lui filer le ballon dans les bonnes conditions, enfin, un meneur un peu plus. J'adore Trey Jones, hein, mais un meneur un peu plus convaincant. Et un peu d'expérience quand même à travers l'effectif, ça serait déjà un bon départ. J'ai hâte de voir ça et j'ai hâte de voir comment le coaching staff va gérer ces minutes de jeu. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que si tu voyais, le jour où on va voir Victor faire des vraies minutes NBA, s'il a la capacité de le faire. D'ailleurs, bravo au staff des Spurs de ne pas l'avoir crevé. S'il a cette espèce d'embellie en fin de saison, Victor Wembanyama, c'est aussi parce qu'il a été extrêmement bien géré sportivement dans ses minutes de jeu par le coaching des Spurs, alors que, pareil, tout le monde tombait sur San Antonio et leur façon de gérer Victor au début de saison, quoi. Et comment tu peux remettre en question cette organisation après tous les succès qu'ils ont eu, quoi. Je comprends pas. Bah, disons que quand tu te tapes de regarder les matchs des Spurs pour lui, tu vois, et qu'il joue 25 minutes, bon, tu peux être en droit de te dire, ah, Ouais, mais j'aimerais bien. bon, Non, mais dans ouais, l'absolu, je suis complètement d'accord avec toi. Et évidemment, t'as raison. faut avoir conscience d'où ils en sont aussi. À un moment, bon. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, tu vois, c'est quand tu vois un truc aussi extraordinaire sur un parquet, forcément, t'as envie d'en profiter au maximum, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui un mot un mot de conclusion sur rookie de l'année, Victor Wembanyama, Charlie? Bah non, pas un mot de l'année, Non. pas un mot de la fin, mais juste croiser tous les doigts possibles pour que ce mec-là soit préservé des blessures. Parce que honnêtement, après quelques mois en NBA, aujourd'hui, on peut le dire, la seule chose qui peut arrêter Victor Wembanyama, c'est les blessures. Ouais, tout à fait. Ouais. Flo, un Eh dernier mot sur ben, Victor? si, on va essayer d'espérer qu'on le voit cet été, sous un autre maillot, Exactement. Ouais. bleu.
J'avais noté sur mes notes aussi qu'il fallait pas oublier de faire un petit clin d'œil à Brandon Miller. Je pense que c'est un des meilleurs rookies dont personne ne parle depuis le début de la saison. Sa saison à Charlotte est très très bonne. Et voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil à Brandon Miller, qui est un excellent joueur. Bah du coup, clin d'œil aussi à Jaime Raquez. Ah, tu me prends par les sentiments. Si je peux me permettre, si on en est à faire des clins d'œil là, Amen Thompson. Bon, bah, si on peut faire des clins d'œil, moi je fais un clin d'œil à Scoot Anderson, voilà. Ah merde, ouais, tiens, Scoot Anderson. Déception ou pas déception alors, Flo? Euh, Je rappelle aux auditeurs que Flo est fan des Blazers. on va dire, alors, il y avait inquiétude très forte et prononcée. Je crois que j'ai commandé un défibrillateur en début de saison. Je suis sur Amazon parce que c'était très inquiétant en début de saison. Beaucoup plus rassuré en fin de saison. Et voilà, donc il y a toujours je dirais qu'on est passé de l'inquiétude à des interrogations, ce qui est un peu plus positif. Ok. Ouais. Pas facile, Scoot, mais bon, on verra bien. Je perds pas espoir sur un. Il a un profil de joueur qui potentiellement peut tout à fait corriger le tir. Mhm. On va passer à la meilleure progression. Selon les bookmakers, c'est Tyrese Maxey qui est prêt à s'envoler avec le trophée de MIP. Alors, bien évidemment, il y a la barrière des 65 matchs à jouer avec toutes les restrictions ajoutées par la nouvelle convention collective. Je tiens d'ailleurs à dire que pour certains de ces trophées, et notamment celui-ci, c'est pour ça que j'en parle maintenant, c'est parce qu'il y a des fois, je suis passé totalement outre cette barrière-là et je vais potentiellement citer des joueurs qui, de toute façon, ne sont pas éligibles, mais j'en ai rien à péter. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. T'as raison. Voilà, et je trouve que ce trophée de la meilleure progression, mettre une règle, imposer des règles, la règle des 65 matchs, tout ça, j'ai pas trouvé ça très très pertinent. On remarque aussi depuis plusieurs années maintenant que c'est souvent des joueurs qui obtiennent leur première sélection All-Star Game qui héritent de ce prix. Je crois que les 7 derniers gars récompensés par la meilleure progression sont des gars qui venaient des joueurs qui ont récupéré leur première sélection All-Star l'année où ils ont eu leur trophée. Donc c'est devenu un peu ce genre de trophée en fait. C'est style, je confirme que je suis bien à All-Star, alors que c'est tous des premiers pics de draft. Et est-ce que Tyrese Maxey, alors, que j'adore Tyrese Maxey, mais est-ce que sa trajectoire était pas déjà entendue avant? Je sais pas. Et voilà. Et moi, je tenais absolument à souligner un joueur que j'ai adoré cette saison, qui est Jalen Johnson des Hawks. Et quand tu vois sa progression cette saison par rapport à la saison dernière, il y a une énorme progression. Il est devenu un tout autre joueur au sein de cet effectif d'Atlanta. Alors, il a été blessé, donc il n'est pas éligible pour ce trophée de toute manière. Mais je voulais quand même citer ce joueur qui m'a vraiment énormément séduit côté Atlanta cette saison. Voilà. Je sais pas qui tu as, Charles, toi. Non, bah déjà, si on en est sur les clins d'œil à des joueurs qui ne pourront pas l'avoir pour des raisons de match, il me semble que Alperen Sengun, s'il ne revient pas avant la fin de la régulière, ne sera pas éligible non plus. Ah ouais. Parce qu'il a joué que 62 matchs, Alperen. Ah ouais, donc il manquerait ça de peu en plus. Ah oui, je manquerais ça de très peu, ouais. Très très peu. Mais écoute, pour revenir à ta question, moi j'ai Tyrese Maxey parce que je trouve que même si je comprends tout à fait ce que t'as dit, je trouve que la manière avec laquelle il a enfilé le costume de patron des Sixers après le départ d'Harden et la blessure d'Embiid est vraiment assez impressionnante. Je trouve que son statut dans la ligue a complètement changé. Il est vraiment devenu la première option. Les défenses se sont complètement focalisées sur lui. Il a répondu sans aucun souci. Alors ok, oui, ses pourcentages sont un peu en baisse, etc. Mais c'est logique, son volume de tir a énormément augmenté. Les défenses se sont bien entendu focalisées sur lui. Donc ouais, je trouve qu'il a progressé dans quasiment tous les domaines, dans la lucidité. Il s'appuie toujours sur les mêmes armes, mais il a quand même un peu progressé à la création. J'ai très très hâte de le voir sur une saison complète avec Embiid à ses côtés, parce que pour moi, cette saison, c'est vraiment vraiment lui la meilleure progression. Ouais. Flo? Eh ben, je vais vous surprendre. Moi, j'ai mis Kobe White. Ouais, il est deuxième. Très bon choix. De Chicago. Excellent choix. Je suis absolument ravi que tu cites Kobe White.
Eh ben très bien. Eh ben je m'en vais. J'ai fait ce que je devais faire. À la semaine prochaine. Allez, salut Flo. À la prochaine. À la prochaine. Non, oui. Alors, Excellent choix, Flo. Excellent je choix. comprends tout à fait Maxé. Pour moi, l'hésitation se faisait entre les deux. Mais je trouve qu'il faut parler de Kobe White et pas que pour ses cheveux. Ouais. Mais je trouve qu'il fait, voilà, il a vraiment explosé véritablement. Alors statistiquement bien sûr, hein, mais je trouve que voilà, il est vraiment un apport très intéressant dans cette équipe. C'est un petit peu la seule lumière d'ailleurs, on va dire quasiment dans cette équipe des Bulls en ce moment. Bah, Euh, tiens, vite fait, juste là-dessus, moi qui suis pas fan des, qui suis pas fan des Bulls, je trouve justement que leur fin de saison, elle est pas déconnante aux Bulls. Malgré toutes les difficultés, les contrariétés, les blessures, les pas de bol et tout ça, je trouve que Demar DeRozan, Kobe White, Dosunmu, Caruso, tout ça, ils sont tout à fait honorables, quoi. Ils se battent tous les soirs et franchement, euh, il faut le souligner à un moment ou à un autre, quoi. Et moi qui ai toujours été critique des Bulls, et voilà. Et Kobe White, t'as tout à fait raison, il a un rôle majeur là-dedans, quoi. Bah ouais, surtout que c'est un joueur de rotation quelconque à maintenant un joueur dans le 5 des Bulls. Donc il s'est non seulement imposé statistiquement, mais il a changé véritablement de statut. C'est pas évident de changer comme ça de statut, et je trouve que c'est une donnée importante, en tout cas que moi je considère importante dans le MIP. C'est pas forcément les joueurs qui gagnent juste du temps de jeu et donc en général des stats, mais c'est aussi les gens qui changent un peu de cap. Et lui, il est passé voilà de joueur de rotation à joueur d'un 5 majeur d'une équipe, et il le fait vraiment plutôt bien. Il est quand même passé de 10 points à 19 points, ce qui est quand même assez impressionnant. Et puis le tout en ayant en plus vraiment, il a augmenté un peu partout, et en plus même en adresse, parce que son volume de shoot a augmenté forcément, mais l'adresse n'en a pas pour autant pâti. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une très très bonne satisfaction. Même défensivement, je trouve qu'il est pas inintéressant. Et puis voilà, il prend quelques rebonds, il fait des passes pour un extérieur, c'est toujours utile. Pas énormément de déchets, c'est un joueur qui perd peu de ballons. Ça aussi, c'est bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas juste gonflé les stats parce qu'il a gonflé du volume, mais il est aussi assez propre dans son jeu. Et moi, je trouve que voilà, il mérite vraiment. Pour moi, c'est vraiment la progression de l'année, parce que joueur, comme je te l'ai dit, pas un no-name, mais presque, à avoir fait son petit nom maintenant, au moins au sein des Bulls, mais c'est déjà pas mal. Selon les bookmakers, il est deuxième hein, dans les cartes de qui va l'emporter. Voilà, Paris, pardon. Tyrese Maxey est premier, Kobe White est deuxième. Troisième, d'ailleurs, on trouve Jalen Williams et je trouve que c'est aussi un profil très intéressant pour C'est un ce trophée. sophomore. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça C'est qui un l'exclut un peu. sophomore. Ah, c'est mort. Je ne vote pas pour un Je... sophomore dans ce trophée. Pareil, c'est peut-être un peu dur, mais pour moi, un sophomore, ouais, ça exclut un peu d'office. Moi, je mettrais Kuminga troisième. Oui, Moi, je trouve dur avec Jalen Williams. Jalen Williams est en train de devenir une superstar dans cette ligue et j'ai l'impression que ça passe totalement sous le radar. Non, non, mais en fait, moi, je suis pas dur avec lui. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est un joueur incroyable, mais c'est un sophomore. En fait, on attend cette progression. En fait, c'est une progression. Alors, c'est pas une progression logique parce que tu l'as dit, c'est vraiment en train de devenir un joueur extraordinaire, etc. Mais moi, c'est vrai que ce trophée-là, j'arrive pas à nommer les deuxièmes années parce que Mhm. c'est vraiment trop l'année où tu attends en fait cette progression. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que au-delà du fait au-delà d'une progression naturelle de je suis rookie et puis je suis dans ma deuxième année, moi, ce joueur m'épate, mais à chaque fois que je regarde jouer cette équipe. Et je suis d'accord, Kuminga, pareil, profil très intéressant. Il est aussi dans mes petites notes sur la question. Mais Jalen Williams, c'est le genre de joueur qu'il est en train de devenir dans cette ligue et le rôle qu'il a dans une équipe qui caracole en tête de la conférence Ouest, qui, je trouve, ne n'a pas beaucoup d'écho, à part chez les fans du Thunder. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ce gars-là, quoi. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. mais est-ce qu'on n'est pas plus dans une confirmation qu'une progression? Ben, franchement, mais qui, au moment où le Thunder choisit Jalen Williams lors de la draft, qui pense que ce gars-là est potentiellement
un lieutenant incontestable à côté de Shai Gilgeous-Alexander pour mener cette équipe en tête de la conférence Ouest. Oui, bien Alors, sûr, mais, on mais peut ça, il même, avait après, presque ce on peut statement-là, il dire que avait le presque Thunder, fait dans son année personne rookie. ne le voyait venir, le Thunder. Mais Jalen Williams, si tu regardes comment il joue sur un terrain, mais c'est complètement fou ce qu'il fait. Enfin, Oui, mais le- je sur sais sa pas. saison rookie, il avait Oui, quand même déjà montré des choses Ouais, intéressantes, tu vois. ouais, bien c'est pour sûr. ça Je que suis je dis que d'accord c'est avec plus toi. une confirmation. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, moi, je suis d'accord avec toi. Au moment de la draft, effectivement, on n'attendait peut-être pas ça. Par contre, à la fin de sa saison rookie, moi, je pense que les attentes. D'ailleurs, il me semble qu'il est très haut sur le vote de rookie de Bah, il est l'année deuxième, dernière. Ah oui, c'est ça. Il est deuxième derrière Banchero. après Banchero. Mais ouais, non, bah En fait, si tu veux, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, tu vois, tu dis, il fait ça dans une équipe qui caracole en tête de la ligue. Qu'est-ce qui est le plus Mhm. dur? Faire ça dans un collectif qui fonctionne bien, ou alors réussir justement à enfin passer le cap qu'on attendait que Kuminga passe depuis déjà un moment, dans une équipe qui, elle, pour le coup, est sous pression, galère un peu, a des gros problèmes, etc., etc. Parce que, est-ce que si Kuminga ne passe pas ce cap cette saison-là, est-ce qu'aujourd'hui les Warriors sont en play-in? J'en sais trop rien. Mais dans ces cas-là, Jalen Williams fait ce que Tyrese Maxey fait. Non, Tyrese Maxey s'est plus imposé par la force des choses, comme une option numéro un sur la quasi-totalité de la saison, En ou tout cas, du moins la bonne moitié. ouais, c'est ça, il a été défendu comme l'option numéro un pendant Ouais. toute la saison, enfin, ouais, la moitié de la saison. Donc, Mais je sais pas. J'ai hâte de voir comment l'évolution de Jalen Williams va se passer dans cette ligue. Mais très franchement, ce joueur est un All-Star en puissance pour moi dans 1 ou 2 ans. L'affaire est pliée, quoi. Kuminga, je sais pas. Kuminga, je sais pas si c'est un All-Star. Ça va être compliqué quand même, mais ouais. Star Kuminga. Mais bon, je pense que les fans des Warriors sont quand même contents que Kuminga se réveille un peu, parce C'est que... clair. Bah, c'est clair, enfin, il était temps, quoi. J'ai Oui, c'est ça. presque envie de dire, C'est-à-dire que sans c'était être un peu l'année ou méchant. jamais. Mais tu sais Sans être... qu'il était temps, en fait, c'est que sa troisième saison à Kuminga, hein, mine de rien. Moi, je suis Oui, d'accord c'est vrai, avec t'as toi. Hein. raison. T'as Moi aussi, raison, non, t'as mais moi raison. aussi, en fait, je me rappelais qu'effectivement, il y a eu des moments où je me disais, bon, bah, finalement, est-ce que ce cap, il va le passer un jour, ou est-ce qu'il restera au T'as stade raison. d'espoir éternel, etc. Et en fait, c'est que sa troisième saison. Oui, Ouais, oui. t'as raison de souligner ça. Mais c'était quand même un draft 7 et c'était bien, mais sans plus, Kuminga quand même. Et ils ont fait des choix pires que ça. Hein. Oui. On a des noms. On l'a tous en tête. Mais on ne citera pas. Ok, on va passer au meilleur sixième homme, Malik Monk à la faveur des bookmakers. Cependant, il s'est blessé récemment. Il va probablement manquer l'entame des playoffs. Est-ce que ça va jouer contre lui ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il reste pour l'instant favori de tous les sites de Paris, des bookmakers. Je prends ce truc-là parce que c'est un des indices, une des informations qui est à notre disposition pour connaître les tendances majeures. Hein. Je vous incite pas du tout à parier de l'argent sur tout ça, qu'on soit bien clair. Moi, personnellement, j'ai mis mon petit billet sur Isaiah Joe, OKC Thunder. De toute façon, je suis un OKC lover, j'ai l'impression, dans cette émission. En fait, j'ai Mais, l'impression que tu leur donnes un maximum de trophées individuels pour pas leur donner le plus important. attention. De quoi, le titre NBA, tu veux dire? Oh, on verra, on verra. On verra, on verra. Mais ouais, Isaiah Joe, je trouve que son apport en sortie de banc et la façon dont Marc Degnaud l'utilise, notamment enfin, quand son 5 majeur, notamment quand Josh Giddey était ciblé par les défenses, on le laissait. Josh Giddey qui est sur une bonne pente, une bonne dynamique en ce moment d'ailleurs, et potentiellement un mec qui va être transféré à l'intersaison, j'ai l'impression. Bref, on verra bien. Isaiah Joe, la manière dont McDaniel l'utilise justement pour alterner, pour varier les options dans son 5 majeur sur le terrain, je trouve est assez incroyable. Et la manière dont ce gars-là répond présent à chaque fois, je trouve ça assez admirable. Et si c'est pas Monk, mon favori, ça serait potentiellement Isaiah Joe. Charlie. Écoute, moi j'ai Monk, effectivement. Pour moi, c'est le favori. Je pense pas que sa blessure change tout. C'est toi qui tiens les salles des bookmakers, en fait.
C'est ça, ouais, exactement. C'est moi qui m'enrichis sur votre dos. Non, non, écoute, pour moi, il a complètement le profil, en fait. Mais en fait, c'est assez terrible parce que ce trophée, je trouve qu'il a un côté assez injuste. J'ai l'impression que pour Je gagner suis ce d'accord. trophée, en fait, il faut être un extérieur qui prend feu à chaque fois qu'il met un pied sur le parquet. Mais bon, ouais, il a le bon profil, quoi. Son rôle quand il rentre sur le parquet, c'est de dynamiter les défenses. Il est capable de gros coups de chaud au scoring. C'est un faux remplaçant en plus dans le sens où il est très souvent présent sur le parquet dans les moments chauds. Il a beaucoup de temps de jeu dans les quatrièmes quart-temps. Bon, voilà, plus de 15 points par match en sortie de banc. Il a quelques perfs qui sont vraiment marquantes. Ouais, c'est vrai. Il a un 37,9 passes contre Orlando début janvier, 39 points contre les Wolves il y a quelques semaines. Bon, on va voir. J'espère que sa blessure ne signifie pas une fin de saison. Il me semble que pour qu'il revienne, il faudrait que les Kings parviennent à passer un tour de play-off. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment lui. Et l'autre nom, moi, que j'avais envie de citer, et j'ai envie de le citer parce que pour le coup, il échappe à ces critères-là, c'est Naz Reid. J'aimerais bien que des intérieurs puissent Hmm. gagner ce trophée un jour. Je crois que sur les 15 dernières années, il y a que 2 intérieurs qui l'ont gagné, Montrezl et Lamar Odom. Donc ouais, mais en même temps, je me suis demandé à partir de combien de matchs démarrés tu sors des critères d'attribution de ce trophée, parce que là, Naz Reid, il a déjà démarré une dizaine de matchs, il me semble. Il en a démarré 10, ouais, et il risque de démarrer tous les prochains, enfin tous les derniers matchs de régulière, donc je sais pas s'il sort des critères en raison de ça. Ouais, je crois pas, mais je crois que c'est la limite, elle est. J'ai pas réussi à trouver de limite officielle d'ailleurs Et c'est ça, il y a rien en fait officiellement. sur ça, mais je crois que c'est au moins la. Enfin, tu peux pas avoir joué le trois quarts de tes matchs en tant que titulaire. J'ai l'impression. Je suis à peu près sûr de ça, mais ouais, il y a pas de. J'ai jamais. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé de démarcation officielle par rapport à ça, donc je pourrais pas te dire. Flo, t'as qui toi? Oh, je vais être très très simple et très traditionnel, Malik Monk. Manu Ginobili. Ok. Jamal Crawford. Non, pardon, non, non, Lou Williams. Malik Monk, tout simplement. Malik Monk aussi. Alors, c'est vrai que Malik Monk, en fait, il bénéficie que c'est une sorte de faux sixième homme, parce que parfois, il a un temps de jeu, parfois, il fait partie des 5 plus gros temps de jeu de son équipe. Donc, pour un sixième homme, mais il n'est pas starter, donc ça compte. Tant mieux pour lui, mais pour moi, c'est Malik Monk qui joue en plus aussi très souvent dans les fins de match, tout ça. Donc il utilise vraiment l'archétype du sixième homme un peu comme Ginobili, hein, c'était souvent un faux sixième homme en réalité, et voilà, donc Malik Monk tout simplement. Et alors juste, je viens de vérifier, ouais, Malik Monk, il a le 5e temps de jeu de l'effectif. Ouais. Oui, c'est ça. Effectivement, ouais. Ouais, ouais. En fait, c'est un faux sixième homme d'une certaine manière, si on peut dire ça. Bah, c'est des joueurs qui sont utilisés pour apporter du scoring en sortie de banc. Ils sont typiquement là pour essayer justement de ne pas baisser, surtout dans une équipe au profil comme Sacramento qui est très axée sur l'attaque. C'est essayer de ne pas perdre pied une fois que ton banc rentre sur le terrain, quoi. Et Sachant que Kevin Huerter, qui a fini sa saison, là, il est blessé lui aussi, c'est terminé pour lui. ouais. Euh, Ce qui va être embêtant, Sacramento, ils arrivent pas bien en point à l'entame de ces playoffs. Mais Kevin Huerter, c'est pas non plus le gars irremplaçable dans le 5 majeur, quoi. Non, c'est clair. C'est assez simple de filer les minutes à Malik Monk, quoi. T'hésites pas trop, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a le droit au clin d'œil? Vas-y, clin d'œil. Alors juste Bénédicte Mathurin. Ok. Ok, alors moi, clin d'œil. Mais qui fait pas qui finit une saison en deçà, juste pardon. Ouais, bah moi j'avais beaucoup d'attentes pour le coup, Mathurin. Ouais, je m'attendais un peu à un peu mieux, mais ouais, non, moi clin d'œil Tim Hardaway Jr. Hein, avant le All-Star break, Ouais, c'était lui en fait, hein, le 6e homme de tout l'année. à fait. Avant le All-Star break, il avait 30 minutes de temps de jeu par match quasiment, à 17 points, 36% au shoot. Depuis le All-Star break, c'est 21 minutes en moyenne par match, 9 points. Il y a eu un effondrement, un énorme effondrement. Alors Jason Kidd a fait une interview pour The Athletic début mars où il a expliqué qu'a priori il y avait des soucis personnels parce qu'il a évoqué des éléments hors terrain. Mais Hardaway, ouais, le Hardaway d'avant le All-Star Weekend et celui d'après, c'est plus le même joueur. Ouais, complètement, ouais. Effectivement, il a été longtemps favori et puis effectivement, ça s'est écroulé. Et Dallas, va falloir vraiment faire très attention à cette équipe, j'ai l'impression. Parce que ça monte sérieusement en puissance. Défenseur de l'année, Rudy Gobert est l'immense favori pour ce qui semble être... il est parti pour aller gagner son 4e. Et j'ai envie de dire
potentiellement son dernier titre de meilleur défenseur de sa carrière. Là, s'il le gagne cette saison, il va potentiellement donc rejoindre Mutombo et Ben Wallace comme les seuls à cumuler autant de trophées de DPOY. Et oui, et je suis persuadé que c'est terminé après ça. Ah ouais, J'ai- Mbanyama l'a averti. Ah, mais je pense que Wembanyama, s'il reste en bonne santé, il va gagner les prochains jusqu'à sa retraite. Ah. Mais peut-être que je suis trop enthousiaste concernant Victor. Mais voilà, je veux pas. Aucun débat pour moi concernant Rudy Gobert, meilleur défenseur de l'année, bien que je trouve que le, 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 le- le fait que Victor se soit immiscé dans la conversation à ce point en fin de saison, j'ai trouvé ça très amusant et ça ouais, ça m'a fait. C'était très plaisant d'entendre les débats et tout ça, de voir les gens qui hésitent vraiment sur le fait, en se disant mais on est sûr que c'est pas Victor Wembanyama le meilleur défenseur. Et ouais, ça me fait rire. Et Rudy le méritera largement. Voilà. Charlie. Ouais, bah moi ça m'a souvent semblé logique de récompenser le meilleur défenseur de la meilleure défense. Alors ça peut paraître assez basique, mais pour moi c'est assez important, d'autant plus quand la présence du défenseur en question est aussi valuable pour son équipe. Gobert est l'acteur principal de la défense des Wolves, c'est vraiment devenu le deuxième joueur le plus important de son équipe. Et ouais, sa simple présence sur le parquet oblige absolument tous ses adversaires à s'adapter. Mike Conley a fait une interview au moment du All-Star Weekend hyper intéressante sur à quel point Gobert avait une influence sur le game plan des adversaires, sur à quel point c'était impossible d'ignorer sa présence quand tu prépares un match face aux Wolves. Donc ouais, il a retrouvé tout son impact défensif, ça change absolument tout pour cette équipe. On a retrouvé le Gobert ultra dominant qu'il était à Utah en défense. Et ouais, à 31 ans, il va gagner son 4e trophée de meilleur défenseur de la saison. J'ai aucun doute là-dessus et j'ai aucun doute sur le fait qu'on ne se rend pas compte en France à quel point c'est phénoménal. Vraiment, j'espère que s'il le gagne, ça sera mis en avant et célébré parce que des joueurs français qui marquent l'histoire de la Ligue à ce point, il y en a quand même eu très très peu dans l'histoire. J'ai plus aucun espoir sur sur le fait que les gens apprécient Rudy Gobert. Oui, mais aux Très, États-Unis, je m'en fous, mais tu vois, très au moins sincèrement. qu'en France, on le célèbre un peu, quoi. Ouais, dans les deux cas, ça me semble mort. Flo. Oh bah écoute, j'ai presque envie de passer directement à la rubrique clin d'œil. Ouais. Ouais, vas-y, ouais, parce que moi j'ai un gros clin d'œil à faire, alors Parce vas-y. que, oui, alors très brièvement, oui. Gobert, je pense qu'il aura pas d'hésitation, pas de certitude. Accessoirement, lui il rentre dans l'histoire, mais il fait passer aussi la France numéro 2 en nationalité à avoir ce trophée. Puisqu'actuellement on est ex-aequo avec le Congo, avec Mutombo. Ah, mais quel chauvin alors, Flo, mais Mais c'est dingue carrément, il ça. faut. Il Mais faut. c'est affolant. Et du coup, on deviendrait la nation, la deuxième nation, bien sûr, après les États-Unis, à avoir le plus de DPOY. Ta 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 ta. Et, avec, Ok. avec un futur grand français aux Spurs, on risque même de creuser l'écart. Donc voilà, donc ce Grave. serait historique pour Gobert, ce serait Ah, historique pour la France à double titre, parce qu'il est français, parce qu'on sera la seule nation deuxième ex aequo dans ce titre-là. filez-nous la médaille d'or tout de Exactement. suite. Voilà. Et maintenant, vu que j'ai fait très long, gros clin d'œil. Ah zut. Ah. Oh Bah, non, pas non, Flo, Biombo, l'autre. tu Bam peux pas. Adebayo, pardon. Ouais, pas Adebayo. Excusez-moi, j'avais Biombo dans la tête, mais c'est Bam Adebayo. Adebayo. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir du tout. D'accord. Bam Ça se Adebayo, passe de grave. commentaires. Il est Oui. excellent. C'est l'un des. Je trouve que sur pick and roll, c'est l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Voilà, Bam Adebayo est un rock défensif extraordinaire. Malheureusement, il a Gobert devant lui, mais il fait du très très bon boulot. C'est pas pour rien que le Heat défend toujours très bien depuis plusieurs saisons. Moi, le clin d'œil, ça sera Jonathan Isaac, peut-être Mm. le seul joueur qui, si un jour arrive à jouer plus de 15 minutes par match sans se péter, pourrait, pourrait venir taquiner Victor sur ce titre de meilleur défenseur de l'année. Quand tu vois les stats avancées de Jonathan Isaac en défense, quand elle est sur son temps de jeu, sur le terrain, c'est absolument... c'est un ovni, le gars. C'est un ovni total, quoi. C'est... Voilà. Et c'est un joueur un des joueurs qui me procure le plus de plaisir sur un terrain de basket. Parce que Orlando, c'est une des bonnes surprises de la saison et Jonathan Isaac, défensivement, c'est une folie
pur, quoi. Voilà. Donc, il est capable de défendre sur n'importe qui. Absolument n'importe qui. Et il y a très peu de joueurs comme ça en NBA. Donc voilà, c'était mon petit clin d'œil. Quelque chose à rajouter sur le défenseur ou pas? Non, moi mon clin d'œil c'était également Bam Adebayo, donc rien à rajouter. Je soupçonne que vous soyez consulté avant, quoi. C'est pas possible. Ah, je Copie peux sur quand moi. même. Il copie sur moi, monsieur. Non, quand tu dis que c'est potentiellement le seul qui pourrait venir titiller Wembanyama dans les années à venir, je pense que tu sous-estimes un peu Mobley. Ah ouais, pas con. Mais Mobley me fait penser. Enfin, je vois pas ce que Wembanyama ne fait pas que Mobley fait. Moi, Mobley, il me choque vraiment par ses lectures défensives. C'est vrai. Je trouve que c'est le plus intelligent de tout. Enfin, parmi les jeunes, là, les moins de 20, il a 22 ans, Mobley. Allez, parmi les moins de 23, 24 ans, je trouve que pour le moment, c'est le plus intelligent défensivement. Bah Wembanyama, franchement, a des lectures de jeu. C'est ce qu'on avait, c'est ce que je t'avais dit C'est l'autre ça. fois. C'est que Wembanyama Wembanyama aujourd'hui. a des lectures de jeu qui sont complètement sorties d'un autre monde. Oui, en fait, ce qui est fou avec Wembanyama, c'est que le Wembanyama d'aujourd'hui est 50 fois plus fort que le Wembanyama d'il y a 4-5 mois sur ses lectures. Donc c'est ça qui est invraisemblable. Mais c'est Mais ouais, n'importe non, moi quoi. Mobley, Mais j'adore c'est vraiment, n'importe j'adore quoi. ses attitudes défensives et je suis un très grand fan du bonhomme. Le truc, c'est que Wembanyama, il est fait tout de façon incroyable. Oui, mais oui, oui. C'est n'importe, enfin, c'est fou. Mobley, j'aime beaucoup ce joueur, mais là, il a beaucoup de travail devant lui. Bah déjà, il faut qu'il puisse enchaîner les matchs Mobley, quoi. Oui, voilà, ouais. Et très franchement, ouais, enfin, je sais pas, quand tu vois, non, mais Wembanyama, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. On est face à quelque chose de fou. Allez, le joueur clutch de l'année. C'est un duel pour le moment entre DeMar DeRozan et Stephen Curry. C'est clairement les deux joueurs qui reviennent le plus. C'est eux qui mènent la ligue en termes de moyenne de points inscrits dans le clutch. Stephen Curry est même légèrement donné favori pour l'instant des bookmakers, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, oui. Attends. Oui, c'est ça. Oui, je crois, mais tu vois, je l'ai pas noté pour le coup, le truc des bookmakers pour ces deux-là. Je sais pas où vous vous situez par rapport à ça. Je trouve que c'est un trophée excessivement compliqué à déterminer. Et moi, j'ai sélectionné, donc en étudiant, en étudiant ce trophée-là, je suis tombé sur le vainqueur qui est à mes yeux, Kyrie Irving, qui est le 6e meilleur marqueur dans le clutch. Il a 3,7 points dans le clutch. Donc le clutch, c'est 5 minutes d'un match qui se joue à 5 points ou moins. Dans cette période décisive, il est à 57,9, enfin 58% de réussite au tir, plus de 44% de réussite à 3 points. Et son bilan dans le clutch, quand il est sur le terrain, il a joué 18 matchs dans le clutch depuis le début de la saison, Kyrie Irving, ce qui est pas mal parce qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs. Dans ses matchs clutch, il en a gagné 14 sur 18. C'est le meilleur bilan de tous les mecs qui sont dans les 10 premiers, on va dire, en termes de matchs clutch. Il y a aussi un candidat très intéressant dans cette histoire, quand j'ai étudié cette question, c'est LeBron James, qui a 3,4 points de moyenne dans le clutch. Il est à 54, 29, 74, 54% au tir, 29 à 3 points, 74% dans ses francs. J'ai oublié d'ailleurs de dire que Kyrie, il est à 94% dans ses francs. 27 matchs joués dans le clutch pour LeBron James, 18 victoires, 9 défaites. C'est également un des meilleurs bilans sur l'exercice 2023-2024. Donc voilà, moi je file le trophée à Kyrie Irving. Et qui a le meilleur plus-minus en plus dans le clutch avec 3,6. C'est largement devant tous les candidats dans ce classement des 10 meilleurs marqueurs dans le clutch de l'année. Donc j'ai l'impression qu'il coche absolument toutes les cases du joueur le plus clutch, quoi. Donc voilà. Ouais, Charlie. c'est compliqué ce trophée, hein. Ah, c'est vraiment un trophée que j'ai du mal. C'est vraiment pas sympa comme trophée. C'est vraiment le trophée où tu vois, j'ai juste envie de cliquer sur alors qui a les meilleurs pourcentages et qui a marqué le plus de points, parce que franchement, je saurais pas trop comment trancher sinon. Ouais, en fait, moi je vais trancher sur quelque chose d'assez anti-statistique. C'est l'impression en fait, c'est de qui est-ce que t'as le plus peur dans les 2 dernières minutes d'un match. Moi, je pense que je vais mettre Steph Curry.
Tu vois, très Mm. bêtement, tu regardes ses pourcentages dans le clutch, il tire à 46% à 3 points, le mec. Ouais. C'est une plaie, quoi. Et en plus avec un volume évidemment très important. Donc oui, moi je vais rester sur Steph Dans les Curry. 10 premiers, en termes de scoring, c'est lui qui a le volume le plus important. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, je vais rester sur Steph. En plus, les Warriors globalement se montrent assez clutch en ce moment puisque ils gagnent tous les matchs qu'ils doivent gagner pour réussir à garder leur place au play-in. Donc allez, Steph Curry. Flo? Pour moi, c'est ce trophée qui a un clin d'œil. Vraiment, ah non, mais tu peux pas savoir à quel point j'ai une aversion pour ce trophée d'une J'adore. débilité. Mais bon, donc J'adore. je vais faire très court, je vais le donner à Curry. J'adore. Ok. Voilà. Ok. Je suis Bon, bien bah. d'accord avec toi. Hein. Ah, Si, quel- C'est vraiment le trophée qui me oh, manquerait pas s'il disparaissait demain. mon Dieu. si quelqu'un m'avait dit que vous seriez en train de détruire ce trophée et que j'étais le mec qui allait dire que Kyrie Irving était le joueur le plus clutch de la NBA cette saison, je l'aurais jamais cru. L'année dernière, c'était qui? C'était Fox, non? C'était Bah tu De'Aaron vois, Fox. voilà, on s'en fout. Voilà, ça prouve bien Oh que la vache! franchement, on s'en Allez, fout. on enchaîne. Vous êtes en train de détruire ce trophée de genre le plus clutch de l'année. Le coach de l'année avant le MVP, voilà, coach de l'année très simple pour moi, Marc Degnaud, Thunder. Je vois même pas comment c'est possible de donner ce trophée à quelqu'un d'autre. Peut-être à part Jamal Mosley, qui serait peut-être le deuxième le plus méritant pour ce titre. Mais très sincèrement, si le Thunder termine sur la première marche du podium, alors que clairement personne n'allait donner le Thunder dans le top 3 de la conférence Ouest en début de saison, si c'est le cas, franchement, vous êtes des voyants, vous êtes des devins, mais voilà. Ça fait très longtemps que j'admire le travail de ce coach. Et cette saison, tout prend forme, tout se met en place. J'ai hâte de le voir en playoff parce que ça aussi, ça va être un vrai test pour lui. Mais là, on juge sur la saison régulière et sa saison régulière avec le Thunder, elle est absolument exemplaire, quoi. Donc, ça sera Marc Degnaud pour moi. D'accord. Et Charlie. devant Mosley, tu le mets? Ouais, je le mets devant Mosley, ouais. Ok. Ouais. Encore une fois, je dis si le Thunder se maintient là et que Orlando reste à sa place, clairement, j'ai aucune hésitation. Si Orlando, par exemple, tout à l'heure on en parlait, si Orlando, par exemple, termine deuxième de la conférence Est, là, Oui. je suis vachement plus emmerdé. Ouais, je suis d'accord. Enfin, oui, je suis d'accord. Alors moi, j'ai aussi Marc Degnaud premier. Moi, j'ai Chris Finch deuxième. Mhm. Et Mosley troisième. Et effectivement, Degnaud, qui pouvait imaginer, comme tu l'as dit, qu'à 10 jours de la fin de la régulière, le Thunder serait toujours à la lutte pour la première place à l'Ouest. C'est dingue. La progression par rapport à la saison dernière, elle est absolument hallucinante. L'équipe marche très bien dans tous les secteurs, ça fonctionne. Ah oui, et puis l'argument quand même massu pour moi pour le choisir lui, c'est que le Thunder c'est la deuxième équipe la plus jeune de la ligue, hein. C'est dingue et sur le parquet ça se voit pas du tout. Complètement. Son utilisation de Shai Gilgeous-Alexander et de la gravité qu'il génère est remarquable. Voilà, je suis comme toi, j'ai qu'une hâte, c'est de voir comment ça va se passer en playoff. Est-ce qu'il saura faire les bons choix, les bonnes adaptations. C'est le seul truc qui compte pour moi. Mais quand même un grand coup de chapeau aussi à Chris Finch parce que franchement, il y avait des doutes, notamment autour de l'association Gobert Town. Il a su trouver des solutions pour faire fonctionner cette raquette. Il a su trouver des solutions pour remettre Gobert en confiance. Quand t'entends les coéquipiers de Rudy Gobert parler de lui en ce moment, enfin cette saison, c'est juste hallucinant. Il a complètement gommé cette impression un peu bordélique qu'on pouvait avoir la saison dernière quand on regardait les Wolves jouer. Et je trouve que c'est vraiment du bon boulot. Ouais, complètement. Complètement d'accord. Flo, est-ce que tu vas aller contre notre avis ou pas? Un petit peu parce que moi je vais mettre le coach. Quoi? Bah oui, Tu sors. On lui coupe le micro immédiatement. Non, je déconne, vas-y. moi je vais mettre Mosley Ah, du Orlando très bon Magic choix. Très bon parce choix. que alors à titre personnel j'aurais donné le titre de coach de l'année la saison dernière à Degnaud parce que je trouvais que déjà la saison dernière il faisait du très bon boulot. Donc, du coup, je vais pas lui donner 2 ans de suite. Mais je trouve de toute façon, indépendamment de cela, moi je trouve que le boulot qui est fait au Magic, parce que, alors c'est vrai, hein, en fait, ce que tu as dit pour le Oklahoma, on pourrait le dire pour Magic. Personne n'aurait cru un seul instant qu'ils auraient été en playoff, ne serait-ce qu'en playoff.
C'est clair. Et C'est éventuellement avoir l'avantage du terrain. Personne n'y aurait cru. Et je pense que il est grandement responsable de ça parce que contrairement peut-être au Thunder, il n'a pas le même effectif au sens que du côté du Thunder, il y a un mec qui est potentiellement dans la discussion pour le titre de MVP. Je pense pas que ce soit le cas du côté d'Orlando. Donc, il n'y a pas que les joueurs. Je pense aussi qu'il y a du très bon travail de coaching avec une équipe en plus qui est un petit peu singulière parce que totalement. on parle d'une équipe, enfin on parle du NBA où on adore shooter à 3 points. On va pas se mentir, c'est de très loin pas du tout la spécialité d'Orlando. C'est-à-dire que eux, c'est recherche 3 points désespérément, enfin shooter à 3 points. Donc malgré cela, il a réussi. On va vous péter les jambes en défense, par contre. C'est ça, mais ouais, mais en fait, du coup, il a vraiment su transformer son équipe en équipe très compétitive avec les moyens du bord, avec des bouts de ficelle. Alors, bout de ficelle est un petit peu méchant pour les joueurs, mais ce que je veux dire, c'est que avec ce qu'on lui a donné, avec les outils qu'on a donnés, il a réussi à mettre sur pied une équipe qui est plus que compétitive, puisqu'actuellement elle est 4e à l'Est. Et je trouve que voilà quoi. Alors que Denio fait du très bon boulot, mais il a quand même dans ses mains un peu plus d'or. Le Magic, c'est un peu plus d'argent. Ça tombe bien, ça va bien avec leur couleur. Donc je trouve qu'il fait voilà, il y a peut-être plus d'importance liée au travail du coaching du côté du Magic que du côté du Thunder. Mais dans les deux cas, Denio coach de l'année, ça ne me choquerait absolument pas. Et je suis très content qu'on ait fait un clin d'œil à Finch, qui mérite également d'être mentionné. Comme dit Charlie, l'effectif du Thunder, c'est la deuxième équipe la plus jeune de la ligue, et leur façon de jouer force vraiment le respect, quoi. C'est rare de voir des joueurs aussi jeunes jouer avec une telle maturité sur le terrain, avec une telle application, une telle discipline. Enfin, et surtout l'esprit de corps qu'il y a au sein de cet effectif. Je veux dire, le Thunder, c'est aussi ça. C'est un collectif qui est absolument réjouissant. Tu vois qu'il y a une culture dans cette franchise qui est extrêmement forte et qui a été bâtie depuis le départ par Sam Presti. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire un truc par rapport à ça tout à l'heure. Je vais vous poser une question concernant le Thunder. Mais Orlando, oui, on en a parlé avec Charlie l'autre fois. Quand tu écoutes les joueurs parler de Jamal Mosley, tu comprends l'importance qu'il a dans les performances, dans sa façon de savoir fédérer un groupe, d'avoir fédéré ce groupe de joueurs autour de lui, de ses exigences, tout ça avec la volonté de bien faire dans une ambiance de travail qui a l'air quand même assez studieuse, et c'est tous des guerriers, quoi. Jalen Suggs, je trouve, est une magnifique représentation de cette équipe, quoi. Et, euh, et voilà. Concernant le Thunder, est-ce que vous pensez, vu où ils en sont là cette saison, est-ce que vous pensez qu'ils ne vont pas regretter de ne pas avoir fait un transfert plus impactant potentiellement que Gordon Hayward, sauf si vous êtes absolument ravi par le recrutement de Gordon Hayward, qui est très bon d'ailleurs dans cette équipe du Thunder. Mais étant donné que le Thunder a quand même un gros problème dans le jeu intérieur, au rebond notamment, le Thunder est une équipe qui m'interroge beaucoup, parce que je suis en train de me dire, à quel point Presti pourrait être à deux doigts de recommencer les erreurs du passé, à savoir de penser qu'il a le temps, alors que, par expérience, on sait tous que quelque part ta fenêtre de tir pour aller gagner un titre, elle est souvent assez réduite. Alors vous me direz peut-être que cette équipe arrive à peine sur le devant de la scène, mais j'ai hâte de voir ce que le Thunder va faire. Je sais pas ce que vous en pensez, Charlie. Non, pour moi, il y a rien à regretter. Voilà, c'est une des équipes les plus jeunes de la ligue, avec un des coachs les plus jeunes de la ligue. Il y a pas d'urgence pour moi cette saison. Je vais pas dire que c'est que du bonus, parce que évidemment, si tu finis premier ou deuxième ou troisième à l'Ouest, tu vas pas te pointer en playoff en te disant allez un petit tour et puis on s'en va. C'est sûr. Mais en même temps, je trouve ça bien de pouvoir tester cet effectif tel qu'il est, de voir quels sont les joueurs sur lesquels tu peux t'appuyer pour l'avenir, quels sont ceux qui vont répondre présents en playoff, tu vois, ceux qui ont ça en eux. Et ça me choque pas du tout, non, qu'ils aient pas fait de mouvements plus importants. Je te dis, j'attends juste de voir comment ce groupe va répondre en playoff et quels sont les mouvements qui seront faits ensuite.
Flo, pour terminer sur le Thunder. Pareil, il faut pas oublier que ça fait 3 saisons qu'ils faisaient pas les playoffs, ça faisait 7 qu'ils faisaient les playoffs ou qu'ils perdaient au premier tour. Euh, Pas de précipitation. L'effectif est très jeune, fallait pas. L'objectif était déjà de se qualifier en playoff. Maintenant qu'il y a des choses intéressantes, maintenant qu'il y a du Green et du SGA qui cartonnent tout ça, ouais, là tu peux te dire quels sont les. Avant, il fallait bâtir une équipe à minima compétitive. Maintenant, c'est quels sont les endroits où j'ai des faiblesses et que je dois améliorer pour avoir une vraie Hmm. ambition. Donc là, ils vont rentrer dans la phase 2, mais il fallait déjà faire la phase 1 qui, à mon avis, qu'on peut considérer terminée à la fin de leur playoff. Donc voilà, il fallait pas se précipiter. Les choses se font dans le bon ordre pour moi. Et vu que Sam Presti a à peu près 1258 En plus, pics de draft dans les années à venir, il peut faire absolument ce qu'il veut, quasiment. Enfin, je veux dire, si exactement. demain il a envie de renforcer cette équipe, il a son franchise player et potentiel MVP en la personne de Shai Gilgeous-Alexander. Chet Holmgren, joueur parfait, complémentaire. Jalen Williams, on en a parlé tout à l'heure, excellent aussi. Donc voilà. Non, mais il y a trop de profils intéressants dans cette équipe. Hein. Ouais, Entre les picks de draft, il y a tellement d'assets pour monter des trades, c'est dingue. ouais. Et les playoffs vont permettre justement à cette équipe de révéler ou de permettre, enfin, de savoir qu'est-ce que tu as actuellement à l'instant T dans ton effectif, Ouais, quoi. c'est ça. S'il y a un Julius Randle dans le lot, tu vas vite le trouver. Oh la vache. Sans pitié, Charlie. Allez, on termine sur le titre de MVP. On est tous d'accord que s'il n'y avait pas de restriction 2 minutes de match joué ou je ne sais quoi encore, Joel Embiid serait probablement l'immense favori pour remporter ce trophée. Ce n'est pas le cas. ESPN a révélé son dernier sondage concernant les tendances de vote pour le MVP. Et c'est Nikola Jokic qui est sorti largement en tête de ce vote. Il a eu 85 des 100 votes exprimés pour la première place. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de course aujourd'hui pour ce trophée. J'ai l'impression que Jokic va clairement le remporter. La suite, par contre, est assez intéressante. Shai Gilgeous-Alexander termine deuxième du vote. Il a eu 10 votes pour la première place. Luka Doncic est troisième, un seul vote pour la première place. Giannis Antetokounmpo et Jason Tatum sont quatrième et cinquième. Ils ont eu tous les deux votes pour la première place. Voilà. Si je devais me prononcer, bien évidemment, Jokic, je le vois très bien MVP. Si tu regardes les stats avancées de ce joueur, encore une fois, il est devant tout le monde sur quasiment la totalité des stats, quoi. C'est horrible. Je veux dire, c'est les stats avancées. Si t'aimes pas ça, tu peux ne pas aimer Jokic parce qu'il est tellement outrageusement devant tout le monde dans la plupart des catégories, ou du moins deuxième, troisième. Il est absolument partout, même dans les stats avancées défensives actuellement. Et cependant, je conviendrai qu'il a baissé par rapport à la saison dernière. Il est un peu moins efficace, il est un peu moins létal à plein de niveaux. Donc, étant donné la saison que fait OKC aujourd'hui, Shai Gilgeous-Alexander, ça me semble pas totalement déconnant de dire que ce mec-là mérite tout à fait ce titre de MVP. Et si demain, grande surprise, les votes se dirigent vers Shai Gilgeous-Alexander, je ne trouverais pas ça scandaleux du tout, en vérité. Parce que, on le dit et on le répète, le Thunder, le fait qu'il soit aujourd'hui top 3, voire, si demain le Thunder termine cette saison en première place, très clairement, Shai Gilgeous-Alexander doit être considéré comme le MVP de la saison. C'est pas possible autrement, selon moi. Charlie, qu'est-ce que t'en penses de cette course? Bah moi, je suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est un enfer en fait cette course au MVP. Entre Jokic, Shai Gilgeous et Luka Doncic, pour moi, c'est très compliqué de trancher. Et alors, je sais que beaucoup de gens disent que Doncic ne peut pas l'avoir à cause du classement des Mavs. Mais alors, d'abord, ils sont quand même pas mal remontés les Mavs. Actuellement, ils sont cinquième. Ensuite, il faut quand même rappeler que Jokic, son deuxième MVP, quand il l'obtient, les Nuggets sont sixième à l'Ouest. Donc pour moi, c'est pas aussi clair que ça. Alors effectivement, j'aurais tendance à voter Jokic parce que je réagis de manière très humaine et quand j'arrive pas à trouver la réponse dans les chiffres, et ben je choisis le joueur qui me plaît le plus. C'est tout bête, mais c'est comme ça.
Mais effectivement, je trouve que c'est très très complexe et je pense que si OKC arrive à finir devant Denver, je serais pas choqué que Shai Gilgeous-Lee. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment vraiment complexe cette saison. Et je mettrais Jokic parce que bah voilà pour le goût personnel et aussi parce que bah c'est le plus efficace de tous en fait. Tu l'as dit dans les stats avancées, il domine vraiment. Mais je serais absolument ni choqué ni étonné par le fait que Doncic ou Shai Gilgeous l'ait. C'est très marrant que tu parles de Doncic parce que je pense qu'effectivement, je l'ai pas cité et je suis très content que tu le fasses parce que je me doutais bien qu'un de vous deux allait citer son nom. Et je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'analyse de Ben Taylor qui anime la chaîne Seeking Basketball sur YouTube, qui a sorti toute une analyse sur Luka Doncic et notamment le fait que ce joueur a des statistiques totalement incroyables. Je veux dire, il est très clairement l'élite de la ligue. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et pourtant, dans son analyse, il montre que son impact sur les résultats de son équipe, bizarrement, n'est pas aussi incroyable qu'on pourrait le penser, vu sa production sur le terrain. Et j'ai regardé justement ses productions. J'ai fait une comparaison on-off, donc avec Lucas sur le terrain et hors du terrain. Son impact sur son équipe, il a un net rating de plus 6,7 selon Basketball Référence. Shai Gilgeous-Alexander, c'est plus 11,5. Giannis Antetokounmpo, c'est plus 9,1. LeBron James, c'est plus 9,9. Et Jokic, il est à plus 19,7 de différentiel. Quel monstre. C'est-à-dire que en termes de valuable, donc on va dire l'impact que ta performance et que ta présence a sur un terrain, ce qui est assez bizarre dans le cas de Luka Doncic, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que son impact soit beaucoup plus important, étant donné comment tout est centré sur lui quand il est sur le terrain. Or, ce n'est pas forcément le cas. Et c'est très drôle parce que dans la vidéo de Ben Taylor, il compare un petit peu Luka Doncic à James Harden, c'est-à-dire que quand James Harden était absolument incontournable dans le top niveau de la ligue, et ben son différentiel de points on and off et son impact sur les victoires de son équipe, c'était à peu près la même chose. C'était pas autant qu'on pouvait le croire étant donné sa production herculéenne, titanesque sur le terrain. Flo, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? C'est un peu ce que j'allais un peu parler, ouais, justement, des on-off. Alors, c'est un trophée de manière générale, c'est sans doute de tous ceux qu'on a évoqués pour l'instant, c'est le plus casse-tête. Il y a 4-5 mecs qui pourraient l'avoir, et ça serait même pas choquant. Donc c'est un vrai casse-tête. Moi, je le donnerais à Jokic. Et en deux, alors c'est hyper compliqué, mais j'aurais peut-être mis Doncic. Mais pour moi, la petite différence, pour reprendre un petit peu pour poursuivre ton explication sur les on-off, et pour simplifier, donc je vais être légèrement caricatural, je dirais que Doncic est un soliste extraordinaire, mais Jokic est un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il a cette capacité non seulement à être très bon, mais à rendre ses coéquipiers très bons. Ce que sait aussi faire Doncic, hein, bien entendu, mais pas dans une moindre mesure que Jokic, qui lui arrive vraiment à sublimer ses coéquipiers. Quand il est sur le terrain, il y a un truc. Et j'ai envie de dire, quand il est pas là, il y a vraiment pas un truc. Son absence est vraiment préjudiciable. Mais quand il est là, non seulement lui a un talent phénoménal, mais en plus il arrive vraiment à rendre meilleur ses coéquipiers parce qu'il a une vision avec des passes superbes, parce que il attire tellement le jeu vers lui et les défenses vers lui qu'il est capable de ressortir, etc. Je trouve que voilà, c'est pour ça que je mets aussi Jokic, parce qu'il a cette capacité non seulement à être individuellement valuable, mais même collectivement, je trouve qu'il l'est. C'est pour ça que pour moi, il est le most valuable player de cette saison, parce qu'il l'est à la fois individuellement et collectivement, et dans ces deux registres-là, pour moi, il est le meilleur. Mais tu vois, ça reste assez mystérieux et je trouve que le fait que Charles souligne ce truc-là, c'est excessivement intéressant dans le sens où Luka Doncic, quand tu le vois jouer sur un terrain, tu vois qu'il implique ses joueurs, tous les autres joueurs. Tu vois qu'il dégage des tirs ouverts à n'importe qui sur un terrain. Et je trouve que alors James Harden avait aussi cette
immense capacité à faire du playmaking. Hein. Et encore aujourd'hui, ça reste un des meilleurs créateurs de Il jeu. était sous-estimé, oui, d'ailleurs. Tout à fait. Mais cet impact qu'il peut avoir aujourd'hui sur les résultats de son équipe et la performance de son équipe quand il est sur le terrain ou pas sur le terrain, c'est vraiment pour moi un truc que je ne m'explique pas quand je regarde Dallas. Tout à l'heure, on parlait par exemple des joueurs qui te terrifient sur un terrain. Je suis désolé. Je pense que n'importe quelle équipe, si je suis fan d'une équipe et que demain je joue Dallas en playoff, je suis terrifié par Luka Doncic. Très clairement. Ce mec-là me fait peur, mais ultra peur. Alors, en plus, si tu l'associes à Kyrie Irving, qui est pareil, qui a typiquement le joueur qui, dans les dernières minutes d'un match, il est capable d'absolument tout faire et de forcer un résultat. Je trouve ça assez incroyable. Et le fait que Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, notamment, j'ai pas regardé les autres, mais soient tous un différentiel supérieur à Luka Doncic me surprend énormément. Je m'explique pas ça. Charlie, une réaction par rapport à tout ça? Non, bah je suis globalement, je sais pas grand chose à rajouter sur le sujet. Effectivement, alors si on se concentre beaucoup sur les trois fous furieux de l'Ouest, mais quand même il y a un dernier truc que je veux ajouter. Enfin, si je veux ajouter un truc, c'est une mention quand même à Giannis Antetokounmpo parce que il fait une saison de fou furieux dans une équipe qui est actuellement 2e à l'Est, alors que honnêtement, ça a été la galère cette saison. À Milwaukee, on a bien vu que les choses allaient pas bien. Il y a eu un changement de coach, l'équipe elle a souffert, ça a pas toujours bien joué. Ce mec-là, c'est de tous les mecs qu'on cite, c'est celui qui a le plus fort impact défensif en plus. Donc ouais, quand même un coup de chapeau à Giannis qui, sans qu'on en parle, fait à nouveau une saison à plus de 30 points, plus de 5 passes et plus de 10 rebonds, ce qui est c'est dingue quoi. Donc ouais, voilà, c'est juste ça, mais vraiment pour moi cette lutte pour le MVP, elle est vraiment très compliquée et tous les gars qu'on a cités là peuvent l'avoir quoi. Et tu te rends compte qu'on n'a même pas cité le meilleur joueur de la meilleure équipe par exemple quoi. On n'a même pas cité un mec comme Tatum. Ouais, clairement, c'est exactement ce que j'allais dire. Un mot pour les Bucks, vous regardez, alors si du box score un peu bêta, j'en conviens, mais vous regardez sa ligne de stats de cette saison et celle où les MVP, et elles sont meilleures cette saison. Oui, tout à fait. Pour vous dire le monstre, enfin la saison monstre qu'il fait, et 2, oui, que c'est normal qu'il soit évoqué, mais il y a une telle concurrence que même en faisant mieux que d'autres saisons, ça risque d'être compliqué. Mais Giannis pourrait l'avoir, hein, ce serait pas un vol. Non. Absolument pas. Non, de toute façon, je pense que ce soit Jokic, SGA, Doncic ou Antetokounmpo, pour moi, il y a vraiment pas de scandale quoi. Après... Et Jason Tatum, t'as raison Charlie. Jason Tatum, on le cite même pas dans cette histoire, alors que le gars et son équipe a marché sur la saison régulière et c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe quoi. Bah du coup c'est bien parce qu'avec tous les noms qu'on a cités, on peut faire une first NBA All Team pardon, avec Shai Gilgeous, Luka Doncic, Tatum, Antetokounmpo et Jokic. Ça nous fait une belle équipe. Après on peut appliquer, pour s'en sortir de ce dilemme, on peut appliquer la règle Gilbert Arenas et donc on donne au seul américain, donc Tatum. Commence pas à me chauffer avec Gilbert Arenas, là c'est un autre podcast. Embiid un petit pied, il a un passeport américain, donc ça peut passer. Mais sinon les autres ne sont que des salles étrangers, donc pas besoin de... Voilà, ils salissent l'NBA. C'est Gilbert tranquille. Jokic, le pire MVP de ces 40 dernières années, SGA... Depuis la création du monde. C'est n'importe quoi. Ce mec, il est absolument hallucinant. Je pensais que c'était difficile de faire pire que Kendrick Perkins et Gilbert Arenas a dit... Je suis là. Je suis là, attends. Je suis là, les gars, bougez-moi. Tiens ma bière. Tiens ma bière, j'arrive. Attends 2 secondes. J'ai pas dit mon dernier mot. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné sur ce podcast. Merci à vous, les gars, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Yes. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez un très bon week-end et une très bonne semaine. À ciao, bye bye.